La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui avait presque eu peur qu'il y ait un problème sur les jingles, mais en fait ça va. Coucou les gens, je suis One A Pied. Oui, effectivement, j'ai eu peur quelques microsecondes qu'on ait un problème de jingle, car j'ai un peu, j'avoue, techniquement préparé cette émission à la One Again. Journée difficile, tu sais qu'on est un parent en juin, avec les activités des gosses, c'est une horreur. Franchement, Alors, t'as fumé des joints devant tes gosses ? Ouais, c'est une horreur, faut pas le faire. Ah ouais, d'accord. Non, faut pas le faire. Après, tu sais plus si c'est les tiens, et tu regrettes. Si, Dans le doute, rassure-toi, elles ont pas dû voir la différence. Ça me rassure totalement. Donc, je suis One A Pied, nous allons vous parler de bande dessinée. Et pour ce faire, je suis accompagné de la crème, à commencer par Quand en été, elle tourne, ce cher Tizak, qui lui fait tourner, en nous parlant de... Ah mais c'est vrai qu'on... Tu parles de quoi, mais là oui, mais ben, je ne sais pas sur quelle émission on est. Donc en fait, je fais tourner... Sur la 269, je fais tourner sur Succès d'année. Mais oui, Succès d'année, mais c'est un très très bon choix, Tizak. On est tous aussi près les uns que les autres. J'enchaînerai en parlant du Cœur en braille, et ensuite notre fantastique Jérôme, en honneur à la sortie du prochain film avec Margot Robbie, va nous parler de... Margot Robbie. Mais qu'est-ce que c'est que ce lancement moisi? Non, bah tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? De Klaus Barbie. Il y a un film là qui va sortir, non? Barbie, avec Margot Robbie. Ah d'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Non, mais je suis nul en histoire, je voulais jamais cacher. Je suis effondré. Voilà. Chers auditeurs, je suis absolument effondré. Oui, il fallait que je la fasse, j'étais obligé, je suis désolé. C'était l'actualité, tout ça. C'est la version Mattel Reich. Et pour conclure, franchement, avec de la qualité et du très fort, et je pense que... Pour relever le niveau, disons-le. Relever le niveau, et je pense qu'on va pouvoir faire des jeux de mots sur le titre de ce dont il va nous parler. Guillaume, de quoi vas-tu nous parler? De Jungle Juice. Voilà. Aucune réflexion, c'est bon, tout le monde Non, a posé il a son déjà fait veto. la réflexion sur la crème qui tourne en été. Ça a giclé, c'est bon, on peut y aller. Et on enchaînera sur du crowdfunding, parce que même en l'absence de Thio, que nous regrettons, mais qui est dans nos cœurs et dans le chat, nous allons faire du crowdfunding. Ne pas inverser. Ce n'était pas une contrepétrie, voilà, disons-le. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as lancé sur Margot Robbie et forcément, voilà. Oui, mais je vais te lancer sur Succès d'année, une bande dessinée scénarisée par Arleston et Olivier Gay, dessinée par Olivier Boiscommun. Ça va, j'ai dit Gay, tout de suite tu pars à rire dans le fond, là, bravo. Moi j'aurais dû partir à couiner, mais ça c'est après. Colorisé par Claude Gutt et Luc Pédrisé chez Dracou, qui coûte 16,90 €. Mais qu'est-ce donc que Succès d'année? Succès d'année, c'est pas bien. Est-ce trompé ou ce n'est pas Ça trompé? aurait le mérite d'être drôle. Je ne sais pas. Donc, nous voilà à Paris, mais Paris avec un Y, capitale des arts et de la culture. Un certain Lathan, qui sera notre personnage principal, est ravi d'être publié. C'est Lathan ou Latane? Lathan, on l'attend beaucoup. Il a un libraire, imprimeur, éditeur du nom de Brumelet qui lui achète son dernier ouvrage, on va appeler ça comme ça, et pour lequel il décide de royalement le publier à 40 exemplaires. C'est la fête. Donc même si la nouvelle est bonne, bon, c'est pas exactement avec ça qu'il va réussir à remplir ses poches, son estomac, et également faire plaisir à sa dulcinée, une certaine demoiselle Murcille, qui croit énormément en lui, mais bon, elle est plutôt de la haute, et puis elle bosse dans la haute, et bon, du coup, ça crée un peu des tensions. Donc, à la nuit tombée, le petit Lathan se rend dans une taverne pour essayer de gagner un peu d'argent en lisant des textes à haute voix, paiement au chapeau, etc. Il espère être riche, il espère être reconnu, mais bon, malheureusement, pour l'instant, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais, ouf, heureusement, on a un petit truc dans l'histoire. Un certain Pyrinthe, marchand de son état, lui propose de se retrouver un petit peu plus tard pour discuter des possibilités, par l'intermédiaire d'un de ses hommes de main, de la possibilité d'écrire ses mémoires.
Possibilité. Oui, il lui donne pas vraiment le choix, hein. Non, hein. Voilà, sauf qu'en réalité, vu qu'il a énormément de dettes, c'est pas exactement une proposition, c'est un peu une obligation. Et donc, Lathan est invité, on va dire ça gentiment, dans la demeure de ce Sir Pirent. Et là, il découvre une bibliothèque époustouflante avec une maison absolument magnifique également autour de tout ça. Et donc, il écoute le Seigneur Pirent, il prend des notes, etc. Il se dit qu'il va arriver à trouver quelque chose d'intéressant à raconter. Et il gratte, mais c'est quand même pas très folichon. Et en regardant la bibliothèque, il tombe sur l'ouvrage, le Dantracon. Le Dantracon, le fameux, un grimoire magique extrêmement puissant. Et Lathan, tout bené, on va dire, de son état, découvre quand même comment se servir de ce livre pour trouver l'inspiration, pour être sa muse, et du coup pour gagner énormément d'argent avec des livres qui, eux, vont être connus, reconnus, vont se faire acheter non pas par 40 exemplaires, mais par centaines et milliers d'exemplaires. Et ça y est, il gagne de l'argent, ça y est, il arrive à obtenir la reconnaissance et surtout l'argent qui lui faisait défaut pour offrir la vie de rêve à sa dulcinée. Mais est-ce que vraiment utiliser le Dantracon est sans conséquence pour lui et pour son entourage? C'est le propos de ce bouquin. Alors on est dans l'univers rebooté, ressucé, recommencé d'Arleston dans le... Je vais y arriver. Non. C'est pas 3 du tout, mais... C'est pas 3, non, justement, le type d'Heroic Fantasy, merci. Et donc, on retrouve dans cette nouvel univers la patte d'Arleston, la patte de Gué, la patte de Claude Guth, la patte de Bois Commun, en version peut-être un petit peu plus rapide. Je m'insurge en faux. On retrouve pas la pâte de Bois Commun. Excuse-moi, mais non. C'est vrai, c'est du Bois Commun. Est-ce que je peux finir mes phrases? Merci. Non. Alors j'arrête là. Putain, on va avoir un blanc là. Bon, alors merci. Donc, tiens, je te coupe même le truc qui va te faire bip. Il me coupe pour me dire que je dois parler. Non, je te coupe pour pas qu'il bip. Merci. Donc, c'est une version très allégée de ce que ce quatuor sait faire. On est dans une variation autour de cet univers de Dantracon qui a commencé avec Dantracon, mais notre cher Guillaume pourra en parler un peu plus longuement. Il y a d'autres œuvres qui sont en train de sortir. Donc ce spin-off, mais qui est en fait un one-shot, nous propose cette petite historiette gentillette qui part un peu dans tous les sens et qui au final arrive à raccrocher un petit peu toutes les bribes d'histoire pour former un tout en un seul tome. On se permet d'avoir à un moment donné une jolie scène sur l'art avec des œuvres d'art bien plus connues, du Munch, du Vermeer, etc. Bref, on a quand même des éléments de travail possible et potentiel et on a un entreaperçu de ce que ça aurait pu devenir en prenant un petit peu plus de temps. Voilà, et d'envie. Mais bon, c'est aussi, en termes de thématique, on tourne un peu autour du mythe de Faust, avec ce Lathan. Il est embarqué dans une mission qu'il dépasse totalement. Lui, en tant que héros, c'est une quiche. Heureusement qu'il a avec lui sa dulcinée, qui, elle, pour le coup, est bien plus efficace. Alors, parce qu'une quiche, c'est un gars normal, en fait. Oui, non, mais non, normalement, c'est une quiche quand même. Avec sa bedaine, son manque de courage, etc. Heureusement. Qu'est-ce que t'as contre la bedaine? Justement, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, heureusement que Mursil, qui est présenté par Lathan comme une femme vénale qui aura besoin d'argent pour choisir son mari, etc. Au final, c'est elle qui porte tout pour deux. Elle porte l'intelligence, elle porte l'amour pour deux, elle porte l'aventure pour deux. Et finalement, c'est peut-être elle qui est la clé de réussite de ce tome. Donc au final, c'est un petit moment de plaisir qui aurait pu être bien meilleur. Guillaume. Alors donc, t'avais des choses à dire, donc. Oui. Non, mais alors après, j'ai un peu du mal avec Dantracon. Le succès d'Amné s'inscrit dans la collection suivante qui s'appelle Les Maléfices du Dantracon, où l'idée c'est de faire une histoire, un tome, 2 tomes spécifiques qui est pas forcément lié à la série de base. Si vous voyez le parallèle avec les Légendes de Troie, c'est normal, c'est la même chose. En fait, pour la blague, donc quand Thierry et pour vous dire un petit peu comment je porte le truc dans mon cœur, Thierry est venu donc acheter ses bouquins à la librairie, encore merci, et on commence à parler de ça, succès d'année et tout machin, et à dire tout ce qui va pas.
Ça, c'est pénible, il est capable de faire mieux. Pourquoi il nous a fait un truc aussi limite? Franchement, Bois commun, ça fait de la peine de le voir dessiner comme ça. Il sait faire tellement mieux. Même Claude Gutt, il est capable de faire des meilleures couleurs et tout. Bref, un peu. Bref, voilà, ça va pas. On n'y croit pas au héros. On n'a pas d'attache. Ça manque d'empathie, patati patata. On a passé 10 minutes à discuter des points positifs et négatifs du bouquin, jusqu'au moment où on a parlé du pitch et où je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas du tout lu le même bouquin. Voilà. Alors le pourquoi du comment, c'est que quand j'ai cherché dans ma base de données succès d'année, j'ai vu succès d'année parfait, les Maléfices du Dantracon tome 2, c'est génial. Je vais dans mon rayon, je cherche les Maléfices du Dantracon, je prends les Maléfices du Dantracon. Bon, j'avais pas fait attention au tome 1 marqué, tu vois, voilà. Et donc j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Cantatrice, je sais pas quoi. j'ai déjà oublié, Ouais. voilà, qui est à mon sens encore pire que celui-là. Non, c'est-à-dire, pour le coup, je l'ai vraiment pas aimé. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est sympa, c'est un divertissement, mais j'ai pas du tout réussi à apprécier le personnage principal. Et donc, pourquoi je me suis fait bananer? Parce qu'en fait, le succès d'année est bien inscrit dans la collection dans les Maléfices du Dantracon, donc comme le tome 2, sauf que nulle part dans la maquette, on voit les Maléfices du Dantracon. C'est pas écrit, effectivement. C'est ça. Voilà, donc ça c'était la blagouze. Et ils se sont débrouillés d'avoir le même titre ici, succès d'année, et le même sous-titre dans le tome 2 de la collection. Ils sont pas allés chercher loin, quoi. Donc du coup, pour la blague, voilà, je me suis infligé la lecture de 2 bouquins que j'avais pas nécessairement super envie de lire, qui malgré tout restent un divertissement. Ouais, voilà, c'est juste que moi j'ai toujours cette amertume d'une équipe qui est capable de faire bien mieux que ça, et du coup j'ai une frustration par rapport à ça. Jérôme. Pas un mot sur ni l'un ni l'autre sur la postface? Non? Je m'en rappelle pas. La postface, Mais si. c'est une fausse interview de Lacan qui Qui, en fait, est une raconte un peu interview ses secrets mais si, d'auteur, c'est etc. vrai. Bah, je l'avais plus Et en qui en main, fait donc est je m'en rappelais plus. une interview coécrite par Olivier Gay en fait. et, Ouais. et Arleston. Apparemment, ils sont. Et Arleston aussi, mais c'est surtout Olivier Ouais, Gay. voilà. En fait. Ça, J'ai cette oublié. partie-là était Qui fun. parle un petit peu J'ai oublié. de leur problématique d'auteur, en fait, hein, et ce qui est plutôt intéressant, effectivement. Et qui donne des petits trucs pour améliorer son écriture. Mm. Donc voilà, par exemple, vous voulez écrire un scénario, vous écrivez un texte. Non. C'est forcément trop long au début, donc il faut J'ai un- réduire d'au moins 10 voire 20% le texte. Voilà, donc il donne quelques petits trucs qui sont intéressants. Moi, j'ai oublié un petit truc aussi. J'avais complètement oublié la postface, effectivement, désolé. Mais vu qu'ils donnent des conseils d'écriture, moi, je me permettais de leur donner un petit conseil quand même, c'est prenez une scribe ou un scribe. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les mecs au cinéma qui s'assurent que les scènes Script. sont raccord. Un script, merci. Putain, je savais qu'il me manquait. Cinéma, Merci. tu peux me demander. On savait Bref. que t'allais servir à Qui toi. s'assure que quoi? Que les mecs sont? Que le script, c'est celui qui s'assure que les scènes sont raccord. Parce que, alors, ça va, ils ont pas fait partout, mais il y a quand même 2-3 petites coquilles assez rigolotes au début du bouquin. Sur celui-là? Ouais. Toi, tu viens de le lire. C'est plus fun. Ouais, mais si tu veux, c'est le genre de. C'est le genre de détail, si tu veux, que je remarque pas d'habitude, sauf que là, ça a crié tellement que je l'ai vu. C'est quand il discute avec le boulanger Ouais. au début. Le boulanger, il est sympa, il lui file un quignon de pain. Ouais. Voilà, regarde la gueule du boulanger, regarde la main qui tend le quignon de pain. Ah oui. Voilà. 2-3 pages plus tard, une fois qu'il a rencontré là, le rival avec, le rival imaginaire, Ouais, c'est des problèmes de couleur, là. pour le coup. Oui. donc qui se fait renverser, qui se tombe dans la boue. Là, regarde à la fin de la scène. Regarde au début de la scène la gueule de son. T'es allé trop loin. Ah, je suis allé trop loin. Là, regarde au début de la scène, donc quand il se fait renverser, il est tout dégueulasse. Et regarde la gueule de sa redingote à la fin. Ouais. Donc des petits problèmes. Là, c'est un problème de dessin, donc pour le coup. Donc oui, on sent que ça a été Ah quelque oui, là. chose d'assez vite fait. C'est ça que tu veux dire? Pour moi, ça démarque le fait qu'ils ont un peu survolé le bouquin. Donc ça fait partie du truc qui m'énerve, qui me frustre, c'est que ils sont capables de bien écrire. Ils ont fait des super BD tous autant qu'ils sont. Je leur enlève pas ça. Mais par contre, moi, en tant que lecteur, j'ai cette frustration de me dire, putain, ça aurait pu être tellement mieux. Je crois qu'on est en train de préparer un fil conducteur pour l'émission, peut-être. Mais Voilà. Bref, après j'arrête. Voilà. Ça, c'était juste pour la blagouze. Donc, Bon, moi, j'ai donné mon avis vite fait. J'ai trouvé que c'était sympathique, que le sujet en tant que sur l'écriture, sur la recherche artistique, était plutôt intéressant, que l'histoire du pacte à la Faust était plus un prétexte pour faire quelque chose de peut-être un peu moins tragique et plus humoristique, qui a une patte légère, je trouve, dans la façon dont c'est raconté.
et que oui, ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour bien écrire, qu'est-ce qu'une histoire bien écrite, qu'est-ce que les gens attendent, parce qu'on se rend compte quand même que très vite, ce qu'il a écrit, c'est pas un bon livre, c'est un livre que les gens voulaient lire. Donc, Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir du succès, du coup? voilà, qu'est-ce qu'on a fait Pour la notoriété. Pour la notoriété. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené, qu'il y avait quelques trouvailles intéressantes sur l'influence de son écriture, sur son manuscrit, qui permettait de modifier la réalité, etc. Parce qu'il est rattrapé par ce qu'il écrit. Son livre qui s'appelle Tatane le barbare. Oui. Là, pour le coup, tu prononces le N. Non, Tatane. Tu te sens obligé. Ouais, mais... Attends, tu dis Tatan. Moi, j'aime bien Tatan parce que Tatan. Ah, mais c'est la tatane, quoi. Moi, j'aime. Ah oui, il tatane aussi. Ouais. Bon. J'ai trouvé que c'était lui. C'était un divertissement sympathique, au demeurant, qui manque un petit peu d'envergure, mais qui reste vraiment agréable. J'ai passé un bon moment. Je l'ai lu d'une traite sans trop m'emmerder. Et clairement, j'en attends toujours plus d'un bouquin, mais pour un truc de base d'Heroic Fantasy, ça fait son taf. Voilà. Mais oui, mais le problème, c'est que sur la couverture, il n'y a pas marqué Jean-Paul Pichard qui fait son premier album, quoi. Et c'est là-dessus où, avec Guillaume, on est d'accord, c'est qu'on attend plus, et je pense qu'avec ces noms-là, on est en droit d'attendre plus. Eh bien, ces noms-là, ce sont Arleston, Olivier Gay, Olivier Boiscommun, Claude Gutt et Luc Pédrizé pour Succès d'année chez Dracou pour 16,90 €. Le Cœur en braille est une bande dessinée de Joris Chamblin, adaptée d'un roman jeunesse de Pascal Rutter et dessinée par Annelise Nalin. Chez Dargaud pour 16,50 €. Et c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que ça raconte que Le Cœur en braille? On s'en fout, Annelise. C'est un gamin qui est au lycée, qui est dans un groupe de rock, qui marche pas super bien, machin chose. Un jeune petit con gentil, quoi, on va dire. Ils font du garage. Voilà. Ce qu'on appelle dans l'éducation nationale les attachants. Des attachants, d'accord. Je suis passé dans l'éducation nationale pour en parler. Si, c'est comme tes enfants. Ah oui, d'accord, c'est bon. Et qui va sympathiser avec une jeune fille qui, elle, est... comment son instrument, c'est pas de la contrebasse, c'est... Si. Moi, c'est j'aurais dit de la contrebasse, si. C'est pas un putain de... Ouais, c'est une contrebasse. Ouais, contrebassiste. Oui, c'est ça, c'est ce que... Je sais pas, elle est assise, c'est violoncelle que tu cherchais. Oui, violoncelle. Violoncelle. Voilà. C'est violoncelle que je cherchais, c'est pas contrebasse. Donc, elle est violoncelliste C'est le même, et qui doit passer un très très grand concours, etc. Et elle le dépanne quand il est emmerdé à plusieurs moments. Il sympathise un petit peu jusqu'au jour où il apprend son secret. Elle est en train petit à petit de perdre la vue. Et là, ils vont s'attacher l'un à l'autre et lui va commencer à faire un peu son guide, lui donner des astuces. Elle l'aide pour qu'il s'améliore scolairement parce que c'est un peu une quiche. Et lui, en contrepartie, va l'aider à ce qu'on ne voit pas qu'elle ait ses problèmes de vue parce qu'elle craint que ça l'empêche d'atteindre son rêve qui est d'être dans un orchestre. Voilà pour le pitch de base qui est une sorte de romance, c'est une romance adolescente très jolie qui va parler un petit peu de problèmes sociaux, qui va parler de handicap, qui traite de plein de sujets et qui le fait plutôt bien. Qui est accompagné par un dessin d'Annelise Nalin qui n'avait pas fait de BD depuis longtemps, ce que j'avais regretté, et qui revient en forme. Franchement, un très très beau boulot. Ça manque parfois un petit peu de décor, je trouve, sur ces planches. Elle s'attache beaucoup aux personnages, mais elle nous fait cette pleine planche que ceux qui sont dans le live voient. Certaines sont magnifiques. Elle arrive à faire un très très beau travail d'un point de vue global. Joris Chamblin est un scénariste que j'adore, mais malheureusement, là, je trouve qu'il a le problème de l'adaptation. J'ai un problème avec ce livre, c'est qu'il y a un gros problème pour moi de rythmique. Je trouve qu'il y a des moments où ils essayent de faire des moments où on va prendre son temps, on raconte une romance, il faut faire des planches où ça prend un peu son temps, mais globalement, on sent qu'il doit placer dans pas beaucoup de pages, beaucoup de choses. Et il y a un côté un peu speed par moment au niveau de l'intrigue qui permet pas de créer cette empathie qu'on peut avoir avec les personnages et on a l'impression de survoler
des moments. Ce qui, je pense, n'était pas le cas dans l'œuvre originale, j'imagine en tout cas. Et je sens que il y a ce problème du je veux adapter quelque chose, non, pas beaucoup de place, je fais comme je peux. Hein, je veux dire, je vais pas reprocher à Joris Chamblin si la problématique est là. Hein, autant je me trompe, c'était pas du tout ça. Voilà, mais je trouve que ça manque de place pour raconter l'histoire. Et ça m'a créé une forme de déception au niveau de la narration, alors que l'histoire est belle, le sujet est plutôt bien traité, il y a un fond qui est superbe, mais en termes de narration, ça coince au niveau du rythme. À vous, est-ce que vous allez aller contre mon avis un petit peu déceptif ? J'irai contre. Vas-y, je t'écoute. J'irai contre parce que c'est Adlise. Non, alors ça c'est C'est un argument de c'est trop merde. court, monsieur, c'est trop court. Ouais, elle m'a dit pareil. Non, alors personnellement, j'ai passé un très bon moment où on arrive à passer quelque chose de grave, où on pourrait jouer beaucoup plus sur le pathos. Finalement, non. On est resté au niveau d'enfants qui agissent à plein de moments comme des adultes. Hein. Enfin, ils prennent quand même pas mal de choses en charge. Mais ça reste au niveau des enfants. Et je trouve que le ton est bon. Parce que justement, il n'y a pas de transposition dans l'âge adulte. Et c'est ça qui est réussi à mon sens. Ça reste au niveau des enfants. Donc forcément, s'il n'y a pas le ton, hein, moi c'est le rythme. Non, mais c'est pas pareil. pour moi, j'ai pas trouvé de difficulté de rythme. Hein. Et donc au niveau du scénario, pour moi, ça fonctionne parfaitement. Bon, le dessin, moi je suis fan, donc je vais pas m'étendre plus. Je suis pas moins. Voilà, je vais pas m'étendre plus dessus. Et les décors, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça allège l'ensemble. Les décors, ils sont faits dans 9 cas sur 10 et de temps en temps, ils n'y sont pas, mais ça vient alléger la page. La page est très chargée en texte. Toutes les pages sont très chargées en texte. C'est pour moi le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est celui-là. Et ça rejoint sans doute ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire passer en peut-être pas assez de planches. Mais très souvent, les pages sont très chargées en texte. Et bien voilà, c'est bien, ça vient un peu alléger des cases et des vignettes qui sont très remplies. Heureusement, on a régulièrement des pleines pages qui viennent apporter un petit peu de respiration à tout ça et on se sort un petit peu du quadrillage, du gaufrier. Et donc voilà, pour moi, c'est une complète réussite. C'est un petit coup de cœur. C'est pas un immense coup de cœur, mais c'est un joli petit coup de cœur. Bien, vous l'avez tous lu ici. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans un sens comme dans l'autre ? Est-ce que vous avez d'autres qualités à faire avancer ou d'autres reproches à faire valoir ? Non, aucun. J'irais plutôt dans le sens de Thierry, effectivement. J'ai pas ressenti de gros problèmes au niveau du rythme. Moi, je me suis plutôt laissé bercer par l'histoire et je la trouve plutôt bien faite par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que il y a une vraie empathie avec les personnages. Tu t'attaches vraiment à eux, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Ils sont touchants, ils sont bien écrits, ils sont bien dessinés. Moi, j'ai vraiment énormément apprécié ce côté-là de la BD. Quoi. Rapidement, alors très clairement, moi, c'était mon coup de cœur de la soirée quand même. Donc, je viens de le démontrer. Moi, je vais dans ton sens. Hein. moi, j'ai adoré cet album. Je me suis complètement laissé prendre dedans. Je me suis laissé emporter par ces personnages et par cette histoire. Essaye de verser une petite larme. C'est un bel objet. Je reconnais que j'ai une sensibilité particulière pour les couvertures en relief. Ce qui est le cas de cet album, donc il y a un beau façonnage aussi. Ce qui va totalement un tout petit peu de sens dans l'histoire. Hein. Exactement, on est d'accord. En même temps, ils auraient pu aussi le doubler par un vrai titre en braille, d'ailleurs. Mais voilà, donc pour moi, c'est une très très belle découverte que je recommande à tous les collégiens de France et de Navarre. Et si vraiment vous n'aimez pas lire, il y a une adaptation en film par Michel Bougelin. Ouais, voilà, je viens de vous lâcher un truc. Ton histoire commence comme une blague en fait. Non. Michel Bougelin a adapté en tant que réalisateur ce bouquin en livre. Voilà, j'ai découvert ça en faisant des recherches de couverture parce que je suis tombé sur les affiches de films au départ. Et c'est Anne Montel qui a illustré les romans qui ont il y a une préquelle et il y a une suite qui existe en roman jeunesse, donc illustrée par Anne Montel, qui est aussi une très très bonne illustratrice, que j'aime beaucoup. Très belle voilà. Illustratrice. Donc Le cœur en braille de Joris Chamblin d'après Pascal Ruther, dessiné et colorisé par Anne-Lise Nalin, chez Dargaud pour 16,50 €. Attends 2 secondes, je cherche une information. Tu cherches une information, vas-y, cherche l'info. Voilà, il faut compter à peu près 75 pages, Randall.
Voilà. Et vue de nez, 350 grammes. C'est vrai qu'il faudrait qu'on ait ces informations à tous les coups. Ah, mais vous n'êtes pas sérieux dans vos préparations. Je peux Voilà. pas le faire pour tous les bouquins. Hein. Ouais, c'est ça. Mais dans nos préparations, il y a deux choses. C'est cette rubrique qui d'habitude est une rubrique publicité va devenir une rubrique un peu actualité de nos chroniqueurs, mais aussi pub aussi. Hein, donnez-nous des sous, on attend toujours ça. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais assez remercier Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a plein de moyens de nous soutenir. Rendez-vous sur le site lavoidesbulles.fr et vous le saurez. Mais le plus simple, c'est de parler de nous. Et on voudrait parler de quelque chose qui tient particulièrement à cœur à Jérôme, car il a travaillé sur un prix récemment. Mais pour la 3e année, en fait, sur le prix de la bande dessinée ado France Bleu Actua BD, donc c'est 2 médias Actua BD pour lequel vous savez que je suis chroniqueur, et la radio France Bleu. Donc c'est la 3e année que on met en place ce prix et on vient de le décerner au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, qui est partenaire de ce prix. Et ce prix a donc été attribué à Rature Indélébile, d'Aurel Gaillard et Camille K, album dont nous avons parlé ici il n'y a pas si longtemps que cela. Je cherche le numéro de l'épisode. Faites une petite recherche sur notre site, voilà, lavoidesbulles.fr. sur la thématique du harcèlement scolaire et en particulier du cyberharcèlement au collège. Thématique un peu difficile, mais ma foi, donc un bel album que nous ne pouvons que vous recommander, bien entendu. Et vous en saurez plus sur Actua BD, mais voilà, ou sur France Bleu d'ailleurs, puisque France Bleu est quand même le partenaire principal de ce prix. Et voilà, je suis en train de travailler sur le prix 2024 maintenant. Juste question, comment ça se passe pour sélectionner les bouquins? Parce qu'il y en a quand même des milliers. J'étais pas tout. Non, il n'y en a pas des milliers. En fait, j'écris aux éditeurs. Les éditeurs m'envoient les albums qu'ils pensent pouvoir rentrer dans les critères que vous avez définis. Exactement. Donc les critères, c'est des auteurs francophones, une bande dessinée ado qui soit en one-shot, et uniquement des auteurs qui n'ont pas publié 50 albums, quoi. Donc, oui, des jeunes auteurs. Alors, jeunes, pas forcément en âge, hein, mais voilà, on va dire qu'on se limite à une dizaine d'albums publiés. Et ils envoient soit des PDF, soit des albums physiques. Donc j'en ai reçu une 50aine, par exemple, à peu près 50% en PDF, 50% en physique l'année dernière. Sur les 50, j'en sélectionne 10. Et France Bleu organise le prix. D'ailleurs, le jury, à ce sujet, d'ailleurs, c'est très intéressant sur ce prix-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est un jury qui n'est composé que d'amateurs, c'est-à-dire aucun professionnel. Donc, ce sont des auditeurs de France Bleu qui ne connaissent rien en BD. Et à la première visio qu'on fait, c'est plutôt en visio, les gens se trouvent dans la France entière. Quand ils ont lu du Tintin et de l'Astérix, c'est déjà pas mal. Et c'est des binômes parents-enfants, donc ça aussi c'est un vrai succès parce que au moins même si on n'aura vendu que 10 albums, mais les parents et les enfants discutent entre eux de la sélection et il y a une relation parent-enfant qui se crée, qui est chouette, et un échange autour des albums qui ont été sélectionnés qui est assez gratifiant. Voilà, je vous dis ça comme ça. C'est bien d'avoir ces petites coulisses là, c'est malin, c'est intelligent d'avoir fonctionné comme ça. Merci, nous en avons parlé donc dans le One A Club numéro 254. Ça fait quelques numéros quand même. Depuis le début, tu parles de prix, mais du coup, il coûte combien? L'album. Le blanc, là, on doit être 16 ou 17 euros, je sais plus. Ça n'amenait pas de vraie réponse. Par contre, s'il y en a qui se posent la question, parce que du coup, tu te dis, voilà, et ça rapporte combien? Et ben, aux auteurs, ça leur rapporte rien. En fait, ça rapporte simplement de la publicité pour les albums, puisque France Bleu et Actua BD font de la pub pendant tout l'été sur cet album-là. Voilà, donc c'est un prix en communication, en fait. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, oui. Ok, bah merci Jérôme. Et on te laisse la parole pour nous parler de Klaus Barbie, La route du rat, scénarisée par Frédéric Brémaud et dessinée et colorisée par Jean-Claude Bauer, aucun lien de parenté, Thierry ne chante pas. Chez Urban Comics pour 20 euros. On est machine dans ma tête, j'en peux plus. On est sur un co-scénariste d'ailleurs, hein, parce que alors là très clairement l'archiviste va reprendre sa casquette. Ouais, tu peux, parce qu'on est dans le sujet. Avec le casque, c'est pas facile. On est dans le sujet. Donc là, nous sommes sur l'histoire de Klaus Barbie et en particulier. Il ne s'agit pas de refaire le parcours du boucher de Lyon, hein, c'était son surnom. Mais qui est Klaus Barbie ? C'est ça.
Ce n'est pas le père de le chef de la Gestapo de Lyon. C'est celui qui a torturé Jean Moulin, en particulier dans ses hauts faits d'armes. On en parle dans plusieurs albums de bande dessinée, en particulier une bande dessinée dont on a beaucoup parlé en 2021 ou 2022, qui s'appelle Simone. Je ne sais pas si ça vous parle. Qui parlait d'une résistante lyonnaise et qui était elle aussi torturée par Klaus Barbie. C'est Morvan, non? C'est ça, c'est exactement. Scénarisé par Jean-David Morvan, exactement. Album qui a reçu d'ailleurs pas mal de prix également. Klaus Barbie, donc cet album présente en fait à la fois le personnage, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'il est devenu après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à son procès qui a eu lieu en 1987, donc le 11 mai 87. Je disais, où l'archiviste va reprendre sa casquette, le procès de Klaus Barbie a été un procès fondamental en France pour 2 raisons dans l'histoire de la justice française. La première raison, un événement typiquement judiciaire, ça a été le premier procès pour crime de l'humanité en France. Contre l'humanité. Contre l'humanité, qu'est-ce que j'ai dit? Crime de l'humanité. Ah, c'est le crime de l'humanité. Elle en a aussi à son actif, hein, mais celui-là, c'était contre l'humanité. C'est vrai, merci. Et plus archivistique, ça a été le premier procès intégralement filmé. Et aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, voir les centaines d'heures de témoignages et d'enregistrements de films sur le site de l'INA. Alors, ce qui est absolument... C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce petit résumé quand même. Ce qui est absolument passionnant, c'est que Jean-Claude Bauer a été chroniqueur pour Antenne 2 à l'époque, donc l'ancêtre de France 2, et a suivi en 87 comme dessinateur l'intégralité du procès. Il faut rappeler à l'époque que, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que pour un certain nombre de procès, et en particulier les procès de cour d'assises, les photographies sont interdites. Donc si les journaux veulent avoir une illustration de ce qui se passe dans le procès, il faut qu'il y ait des dessinateurs. Donc les dessinateurs sont avec le jury, avec les membres du jury, et prennent des croquis. Ensuite, à la fin de la journée, reprennent les croquis, les envoient à rédaction et sont publiés. C'est un travail de dingue. C'est un travail de malade. Et Jean-Claude Bauer était un de ses chroniqueurs, un de ses dessinateurs, et travaillait donc pour Antenne 2. Il a repris l'intégralité de ses dessins d'époque, c'est-à-dire que là, même les dessins qui représentent le procès ne sont pas les dessins qu'il a réalisés à l'époque. Il les a repris, il les avait gardés, mais il les a redessinés. Il a eu un peu plus de temps pour les faire. Il a eu plus de temps pour les faire, et puis son style graphique a évolué aussi depuis 87. Donc il a intégralement repris ça. Moi, ce que j'ai trouvé absolument passionnant, outre le témoignage historique, qui est dingue, parce qu'on est sur un témoignage de première main par quelqu'un qui a vécu ce procès-là, mais on est aussi sur une histoire dingue, en fait. Klaus Barbie, il est exfiltré par le Vatican et par les services secrets américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il va en Amérique du Sud, il devient conseiller de Pinochet, et il va être protégé en fait par le gouvernement de Pinochet. Il va être un petit peu un des artisans de la terreur de Pinochet. Il va mettre en place les brigades de la mort, etc. Et du coup, à la fin de sa cavale, dans les années 80, il est complètement protégé en fait par ce régime dictatorial. J'ai bientôt fini. Et ce qui est absolument passionnant, c'est de voir aussi l'arrestation. L'arrestation qui est rocambolesque. Et là, il faut rendre hommage à Beat et Serge Klarsfeld, qui vont se rendre avec une équipe de caméramans, avec un caméraman en fait, dans le sud, dans l'Amérique du Sud, qui vont rencontrer celui qui, à l'époque, ne s'appelle plus Klaus Barbie, il vit sous une fausse identité, et qui vont en fait réussir à récupérer des preuves pour demander un mandat d'arrêt international et une extradition. Et face à ces preuves, effectivement, le gouvernement de Pinochet va lâcher Klaus Barbie et va autoriser son extradition. Mais c'est un truc de dingue parce qu'il faut qu'il récupère des empreintes digitales, il faut qu'il récupère des enregistrements vidéo. À la fin, ils sont fouillés, donc le caméraman il change les caméras d'enregistrement. Les cassettes d'enregistrement pour donner des cassettes vierges au service secret bolivien pour faire croire que... Enfin bon, c'est... Voilà. C'est une histoire assez classe entre le journalisme et l'espionnage. Assez extraordinaire, absolument. Alors... C'est mon deuxième coup de cœur de la soirée après Le Cœur en Braille. Moi, je dirais que
cette bande dessinée est une bande dessinée historique. Vous savez que j'ai toujours du mal avec les bandes dessinées historiques, qui a, je trouve, une approche très intéressante dans le sens où elle n'est totalement pas chronologique. Ce qui est un exercice très difficile quand on fait de l'historique. C'est-à-dire que ça commence par... on va raconter comment Ladislas de Hoyos va faire cette interview et tu découvres au fur et à mesure, à partir de cette interview, toutes les conséquences, tout ce que ça va amener, comment cette interview va permettre de récupérer des images qui vont permettre d'identifier Klaus Barbie. Cette interview va permettre de récupérer des empreintes parce qu'ils vont passer un truc à Klaus Barbie pour qu'il lui rende. Oui, il montre des Et- images. Le truc, c'est la photo de Jean Moulin en l'occurrence. Voilà, la photo de Jean Moulin, et il récupère les empreintes sur la photo de Jean Moulin. Et il y a un côté, ce que je disais, qui est entre l'espionnage et le journalisme, que je trouve fantastique, qui m'a rappelé un petit peu la façon dont c'était raconté Argo, le film de Ben Affleck. Et moi, quand on me parle de cette histoire-là, j'ai des souvenirs d'enfance, parce que forcément, j'ai entendu parler de cette histoire-là, c'était dans tous les médias quand j'étais gamin. Qui sont un petit peu déformés, ça avait l'air d'être un truc chiant, quoi. Il y avait Albator à côté, il fallait que je regarde cette putain de truc de merde là, voilà, avec Barbie là, j'y comprenais rien. Donc Qu'est-ce qu'elle foutait là, Barbie, mais d'ailleurs? oui, mais c'est ça. Toi, t'es gamin, tu te dis, mais c'est quoi, pourquoi il parle de Barbie I'm a Barbie voilà. girl in a Nazi world. Donc, Cobalt trouve que le dessin de couverture ressemble à Darmanin. Donc, Pas complètement faux. C'est même franchement vrai. Mais Klaus Barbie a l'air plus Klaus. Elle était facile. Donc c'est vrai que voilà, il y a cette histoire-là et je retrouve ce côté-là. Alors dans Argo, c'est une histoire vraie qui a été très très romancée. Parce que c'est basé quand même sur une histoire vraie. On est sur de l'historique, tout ce qu'on veut. Dans Klaus Barbie, on est dans de l'histoire vraie qui n'est que très peu romancée. C'est juste que c'est la forme de narration qui la rend vraiment intéressante. Le dessin est, je trouve, brillant. J'adore ce travail qu'il y a sur les portraits, sur les hachures, ce crayonné, ce On travail... est sur du crayonné, oui, c'est ce que ce c'est ce travail qu'on appelle, limite oui. crayon de couleur, etc. Et ce changement de style et de technique quand on va aller sur du flashback et d'autres façons de raconter. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'on reste dans quelque chose de très témoignage. Donc ça fait très bien Oui, ce travail c'est de vrai, témoignage. c'est vrai. Ça fait très bien ce travail de témoignage. Ça serait un excellent reportage de la revue dessinée, j'ai envie de dire, par exemple. Dans le meilleur Ça de ce que ferait un peut gros article. oui, mais dans le meilleur de ce que peut faire la revue dessinée. On est vraiment dans cette forme de narration, façon de raconter les choses. Et je pense que c'est le genre de témoignages qui sont essentiels, mais qui, moi, qui est plus fan du côté un peu aventure, narration, etc., fait que je suis un peu... j'ai le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il y a ce côté... L'histoire, à ce niveau-là, est tellement rocambolesque, les façons dont les choses sont amenées sont tellement folles que ça semble presque fictif. Mais je sais que c'est pas de la fiction, et quelque part je me dis, ah ouais, mais quand même... Enfin voilà. Mais en gros, si toi tu voulais mettre un coup de cœur, moi, je peux pas l'interdire parce que je pense que dans le genre, c'est quelque chose de très réussi. Le seul truc que je peux dire, c'est que c'est pas exactement mon genre. Voilà. Next. Suivant. Très bavard, très long, très reportage. Mais au final, pour tout ce qu'il y a à raconter, c'est un petit exploit de le faire en aussi peu de pages. Donc, je n'ai pas réussi à le lire intégralement parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est une franche réussite parce que, comme le disait Pierrick, c'est pas chronologique. Et on pose des éléments de narration au fil de l'eau et on s'en resserre un petit peu plus tard. Donc de ce point de vue-là, c'est très bien réussi. Au-delà du bouquin sur Klaus Barbie, moi, ce qui m'a interpellé dans tout ça, c'est le rapport entre la justice, la France, les journalistes à cette époque-là et aujourd'hui. Et j'ai un petit peu la sensation qu'on a beaucoup perdu en cours de route. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deux lanceurs d'alerte, comme l'ont été les Klarsfeld, je suis beaucoup moins convaincu que l'État français se serait autant mouillé aujourd'hui. Et surtout que les journalistes auraient pris autant de risques et se seraient autant mouillés eux-mêmes pour aller faire ce genre de choses. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça, c'est que
on a eu affaire à des individus qui ont mené un boulot international et que ça s'est joué à quelques personnes près. Quid aujourd'hui? Voilà. Guillaume, c'est pas le genre de bouquin vers lequel tu vas en général, mais tu l'as lu et je serais curieux de connaître ton avis. Alors, c'est marrant, je suis d'accord avec toi et en même temps, c'est le pourquoi ce que tu ferais comme reproche, moi, c'est ce qui me l'a fait apprécier grandement. Par contre, je te rejoins à la limite, pour moi, c'est pas une BD, c'est plus un documentaire qu'une BD, parce qu'il n'y a pas justement cette notion de narration, de raconter une histoire, on est vraiment dans de l'exposition de faits. Et j'ai trouvé ça passionnant, hyper intéressant, énervant de se rendre compte que, voilà, sous prétexte que le monsieur peut servir, le gouvernement américain va le protéger dans un premier temps, puis quand ça commence à être un petit peu trop chaud, on va continuer à se servir de lui en l'envoyant en Bolivie, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis d'accord avec Thierry. Est-ce que on prendrait autant de risques maintenant? Par contre, moi, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est que je dois pas bien me souvenir, mais Serge et Beat Klarsfeld, ils sont pas journalistes à la base. Non, pas du tout. Non, Et, ce sont les journalistes, et notamment Ladislas de Hoyos. C'est bien de Ladislas de Hoyos, mais effectivement, c'est vrai que peut-être pour ça qu'ils se sont autant mouillés, justement, peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts dans l'histoire, quoi. En tout cas, pour moi, si on doit mettre un coup de cœur, oui, je le mettrais, même si j'aurais pas du tout pensé à mettre un coup de cœur sur ce genre de bouquin. Et franchement, un gros waouh, quoi, parce que c'est vraiment super bien réalisé. Et après, l'histoire est ce qu'elle est. On reste dans les faits, on romance quasiment pas, voire pas du tout. Mais voilà, c'est à la limite pas de la BD pour moi. C'est la seule chose que ça a de BD, c'est que il y a des moments où l'histoire est racontée dans des cases, quoi. Les faits sont exposés dans des cases, mais quand tu regardes, il y a même des bulles. Des fois, il y a des bulles. Finalement, il y a pas tant de dialogue que ça. On a plus, voilà, c'est ça. Après, j'en ai une. Si, il y a des bulles, il y a des bulles. Je dis pas ça. Qu'on soit bien clair, hein, moi je dis pas ça comme un reproche. Ça m'a pas gêné. Mais par contre, voilà, moi j'ai trouvé le bouquin passionnant et très très intéressant et particulièrement bien réalisé. Mais c'est pas une histoire qu'on raconte, quoi. C'est un documentaire. Oui, maintenant c'est un documentaire en BD et c'est là où je rejoindrai. Et moi, là, pour la raison pour laquelle je mettrai un coup de cœur, et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'être un peu plus long dans la discussion, c'est parce que même si c'est pas le genre d'ouvrage que je chéris, si un jour on me demandait de recommander un documentaire en bande dessinée, je le sortirais. C'est pas quelque chose que j'achèterais pour moi, mais si je devais un jour recommander un bon documentaire en bande dessinée, un exemple de quelque chose qui est bien fait dans ce genre très particulier, qui n'est pas mon genre préféré, hein, je le dis clairement, ça passe au-delà de mes goûts, en fait. La qualité du bouquin arrive à passer au-delà de mes propres goûts. Et je trouve ça, bien. Bon, en fait, la question finale, c'est est-ce qu'il y a un coup de cœur ou pas? Voilà, moi je dis oui. Soyons clairs. Moi, j'ai dit oui dès le départ. Hein. Ah, Jérôme, tu dis pas non, finalement. Voilà. Et en plus, nos coups de cœur, ils apparaissent roses sur notre conducteur. Non, rien, je peux pas continuer, j'ai arrêté la blague. Guillaume, tu... Ah oui, mais j'ai déjà dit oui aussi. Ok. Bon, Klaus Barbie de Frédéric Brémaud et Jean-Claude Bauer chez Urban Comics pour 20 €. Et c'est un coup de cœur. Et cette machine dans ma tête... On va vraiment alléger le sujet avec Jungle Juice de Young-hoon au scénario et Juder au dessin et à la couleur. Et en plus, Juder, ça fait penser au thème du truc précédent, mais je pense que c'était pas volontaire. Je ne sais encore moins bien parler le coréen que le japonais, donc j'ai sûrement très mal prononcé le nom des auteurs. Ça te faisait penser à quoi? Yuder. C'est Panini Comics pour 14,99 €. Vas-y. Moi, j'aimerais comprendre déjà pourquoi ça va alléger le sujet, parce que je suis désolé, il y a quand même une intrigue très très forte derrière. Enfin, mais quelle est donc cette intrigue? Bref, donc c'est, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, et je crois que oui, c'est le premier webtoon de Panini. Alors, Il faut souffler une bougie? Non, je dis simplement que voilà, Ils ont créé un label, mais c'est Panini. Parce que eLab, c'est quoi? C'est le label webtoon de Panini. Ah, ok, merci. En fait, c'est le stagiaire, il s'appelait Bali. Bref, du coup, moi je vous raconterai les contextes après. Jungle Juice, c'est un espèce de mix entre My Hero Academia et Terraform Mars. Et pour tous ceux qui n'ont pas les références,
Voilà, donc c'est contemporain, hein, voilà, on est dans du contemporain en 2022 ou 23, je sais plus exactement. Il y a une vilaine société qui a disparu depuis, qui a mis sur le marché un insecticide particulièrement puissant Qui sont méchants. pour se débarrasser de tous ces vilains insectes particulièrement dégueulasses qui répugnent tout le monde. Mais Bayer, il Sauf existe que toujours. En fait, non, dans l'histoire, la société n'existe plus. Sauf que, en fait, il était tellement puissant qu'il réduisait l'insecte à l'état d'atome. Et bien sûr, comme on est dans un monde, dans un univers tout à fait réaliste, les personnes qui avaient le malheur de respirer ou d'entrer en contact avec les particules se retrouvaient infectées par l'insecte et récupéraient des capacités de l'insecte. Ouh, mon Dieu, je deviens un monstre. Et donc, le personnage principal, c'est ça, c'est un jeune homme qui a eu le malheur d'utiliser d'une jungle juice sur une libellule et qui, depuis, fait tout ce qu'il peut pour cacher qu'il a été infecté. Par le pouvoir de la libellule. C'est ça. Et malheureusement pour lui, il est un petit peu trop gentil et un petit peu trop intentionné et il sauve une jeune fille d'une Chute mortelle. chute mortelle. Je ne sais plus si c'est une Si, tentative si, de c'est suicide ou pas, mais bref. Ah, peut-être. Mais il sauve une jeune fille d'une chute mortelle. Mais malheureusement, ses ailes se déploient. Et donc là, toute sa vie bascule. Oh mon Dieu, je suis un monstre, plus personne ne veut me parler. Enfin, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Et il est recruté par une jeune fille pour Une autre, pas la même, pas celle qui l'a sauvée. une autre pour intégrer une académie particulière de personnes de tout âge qui ont été infectées par le Jungle Juice. Et donc il intègre cette école qui a pour vocation de former les monstres en marge de la société pour qu'ils puissent avoir une vie vaguement normale. Et en même temps, si vous intégrez certains cours bien spécifiques, vous pouvez vous retrouver à intégrer les factions qui défendent les infectés. Et ça peut peut-être vous donner suffisamment de points pour avoir droit à l'élixir qui va vous soigner. Voilà. Donc, C'est bien. écoute, voilà, donc je vous disais le contexte. En ce moment, je me méfie énormément de tous les webtoons qui nous pondent parce que on est dans l'âge d'or. Je mets d'énormes guillemets et c'est très ironique ce que je viens de dire du webtoon. C'est que Delcourt a eu la bonne idée après Nazca d'acheter du webtoon et Delcourt a acheté Solo Leveling. C'est un énorme carton et il faut bien le dire, un des meilleurs webtoons qui existent. Sauf que, super, ça cartonne, c'est génial, ça marche. On va tous faire du webtoon. Ouais, mais les gars, ça serait sympa de choisir un petit peu et de sélectionner un peu, s'il vous plaît, parce qu'on a à boire et à manger. Et on a aussi à vomir. Donc, voilà. J'étais un peu frileux quand ils nous l'ont présenté à Angoulême. Et d'autant que, voilà, c'est Panini. Et j'ai un affect très particulier avec cette maison d'édition qui a tendance à avoir une politique éditoriale complètement chaotique. Felicity Hunter. Oui, mais quand tu regardes ce qu'ils font, à part quelques mangas, suivre ce qu'ils font sur Marvel, c'est juste l'horreur, quoi. Je suis désolé, mais Franchement, quand ils font les autocollants à coller, ils s'en sortent très bien. oui, c'est vrai. Alors après, Même quand ils sont pas sur Marvel. sur d'ailleurs. Marvel, j'ai envie de dire, pour eux, quand même, ils ont aussi à devoir gérer le bordel éditorial de Marvel qui Oui. te sort des... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du temps où ils géraient DC, c'était tout aussi pire que Marvel. Et la suite a montré que c'était possible de faire moins pire. Quoi qu'il en soit, voilà. Ils nous ont présenté ça. Je me dis, bon, premier webtoon de Panini, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? En même temps, ils sont capables de faire du bon manga, donc pourquoi pas. Et le jeune libraire à côté de moi, que je salue s'il nous écoute, mais bon, ça m'étonnerait, je suis pas sûr qu'on soit écouté à la réunion, et qui me dit, trop bien et tout, puisque lui, il avait lu en webtoon, il m'a dit, c'est génial et tout, c'est machin. Il m'a dit, bon. Donc, ils ont fait un gros parallèle avec My Hero Academia, ce qui est pas complètement faux. qui a une académie d'entraînement. machin. Voilà, mais je rapprocherai aussi Terraform Mars de ça, puisque déjà il y a la notion des insectes et des animaux nécessairement, là où My Hero Academia c'est juste un pouvoir spécial. Et surtout parce que il y a quand même une intrigue, parce que cette société qui a créé le Jungle Juice, très rapidement on se pose la question de savoir si elle l'a pas fait exprès. Donc, il y a quand même d'autres choses. Ils nous commencent à nous ouvrir des tiroirs, à nous en fermer d'autres en nous disant regardez, on va l'ouvrir après. Peut-être un peu plus que le premier tome, toi. Oui, beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a quand même un minimum de scénario derrière, qu'ils essayent de faire autre chose que simplement des super pouvoirs et oui, on bastonne, même s'il y a des moments très rigolos où ils expliquent les capacités spéciales des insectes.
C'est très très fun. Mais ça, franchement, voilà. Moi, j'ai été agréablement surpris, entre autres parce que je partais frileux. Je trouve que c'est un webtoon qui fonctionne bien, qui se lit assez facilement. Par contre, on est d'accord qu'on est dans le divertissement pur et dur, et il faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. Graphiquement, je trouve quand même que ça déchire, que le travail couleur, et il y a même pas mal de décors, alors que dans le webtoon, comme ça doit être pondu, mais vraiment super speed, tout ce qui est couleur et compagnie. Alors j'imagine que le nom de l'auteur, Young Juder au dessin, c'est le nom d'un studio. Je ne peux pas imaginer autrement, sinon tu tiens jamais le rythme sur du webtoon. C'est possible. Je trouve que ça marche très bien. Le travail de la couleur est super agréable. Et oui, l'histoire, c'est... Pour le moment, on est vraiment, pour moi, dans du shonen de base. Un premier tome sympathique, avec quelques idées fun, avec un héros qui presque a un trop grand cœur par rapport aux autres, et que peut-être, parce qu'il a un trop grand cœur, il s'en sortira pas. Tu vois, c'est un peu montré comme ça. Mais il a un vieux maître acariâtre trop badass, et une charmante demoiselle hyper badass, elle aussi. Et avec des gros seins. Ouais, ça va, ils ont fait pire. Oui, voilà. Non, mais ils ont fait pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste quand même dans le très très classique au niveau structurel, en tout cas pour le tome 1 que j'ai lu, mais ça marche. Effectivement, c'est un bon divertissement, tu passes un bon moment. J'en garderai pas un très grand souvenir. Si je lis pas la suite, je m'en remettrai totalement. Mais je ne lirai pas avec des plaisirs non plus, quoi. Ça marche pas mal. Jérôme. Pas beaucoup mieux. Moi, quand vous me l'avez mis entre les mains, je me suis dit, tiens, ils en ont eu marre des araignées avec Spider-Man, ils ont voulu voir ce que ça faisait pour les autres insectes. Mais pareil, j'ai passé un agréable moment sans en garder un souvenir impérissable. Je lirai le tome 2 parce que de temps en temps, ça fait du bien. Est-ce que tu veux faire mieux que Pierrick ? Non, mais parce que ça fait du bien de temps en temps de lire des trucs, tu vois, où... Après Klaus Barbie, tu vois, tu lis un petit peu de Klaus Barbie. Déjà, tu lis pas un album complet de Klaus Barbie, tu lis 10 pages, et puis après, tu te lis un petit Jungle Speed pour reposer un peu le cerveau. Tu vois. Jungle Speed. Ah oui, Jungle Juice, pardon. C'est qui fait mal aux mains. C'est le jeu de société qui fait mal aux mains. C'est vrai. Klaus Barbie aussi. D'ailleurs, Guillaume, lui, il a des ongles. Faut pas jouer à Jungle Speed avec lui. Il te tue, je pense. Voilà. Mais j'ai coupé les autres, regarde. Ouais, mais celui-là, je l'ai remarqué, cet angle très très long. J'ai fait, faut surtout pas jouer à Jungle Speed avec Guillaume, il te démonte. Il achète beaucoup de banco. Jungle Juice numéro 1. Ouais, mais je gagne pas. De Yeongeun et Duder, je sais pas, Nini Comics, pour 14,99 €. Le crowdfunding de Pio. Non, de pied. Bordel. Voilà. Non. Putain, pour une fois qu'il avait enfin son jingle, il lui pourrit, quoi. Ouais, Sérieux, toute une émission, rien que pour ça. Ouais. T'as remboursé les invitations, quoi. Je vais quand même vous parler de crowdfunding et j'en ai deux dont je peux vous parler agréablement. Nous allons donc commencer par Vertige, la revue dessinée à 10 ans. La revue dessinée est une revue que j'ai beaucoup suivie, que j'aime beaucoup, qui a réussi à amener le documentaire en bande dessinée, dont on parlait avec Klaus Barbie, un peu dans cette idée-là, de façon très intelligente, qui a un pendant jeunesse avec Topo qui, je trouve, marche très bien dans le genre. J'avoue, même si ça sort tous les 3 mois, c'est des beaux pavés et j'avais pas forcément plus le temps ni le désir de lire toutes ces histoires déprimantes sur la vraie vie. Même s'il y avait des fois des trucs un peu drôles, ils arrivaient à mettre un peu de légèreté dans leurs albums. Mais je voulais signaler que pour les 10 ans de la revue dessinée, ils ont décidé de faire un album qui s'appelle Vertige, qui donc font une prévente sur Ulule. Qui va avoir plein de documentaires sur la crise climatique et écologique. Le principe, c'est que y a un journaliste et un dessinateur qui travaillent vraiment en collaboration sur un sujet, qui essayent de mélanger des sujets vachement sérieux, genre rien que tu dis truc, et pourtant Total savait. Tu vois, des sujets super sérieux et des sujets un petit peu plus humoristiques, des sujets aussi qui vont nous montrer de belles images, ils vont faire appel à des auteurs qui vont avoir un style qui s'adapte aussi aux propos. Alors celui-là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'auteurs, donc je ne vais pas tous vous les citer parce que je les ai tous notés, mais ça fait trop. Dans des styles très variés, c'est en général, de ce que j'ai lu de la revue dessinée, très bien faite. Vous pouvez préacheter ce volume tout en achetant un abonnement à tarif préférentiel derrière.
Donc, moi, je serais recommandé parce que le travail de la revue dessinée mérite, je pense, grandement d'être soutenu. Je l'ai soutenu pendant un moment. Là, j'avoue que voilà, mes envies sont allées ailleurs. Mais de temps en temps, quand j'ai l'occasion d'en relire un, même si j'ai pas fini tout ce que j'ai, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai arrêté. Voilà, ça vaut le coup. Et son pendant ado Topo, quand même. Ouais, ce que je dis. Ça, c'est j'en ai vachement parlé, bien aussi. Voilà, franchement. Ils viennent de sortir un nouveau truc très similaire à la revue dessinée. Je cherchais justement le nom, je ne l'ai pas retrouvé. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Il y a Qui vient de 21. sortir, là, on doit en être au numéro 2 ou 3. Hein. Non, ça me dit rien. J'ai cru un instant que tu parlais des métal hurlants. Non. Mais on en a 7 ou non, Ouais. 8 ou 9 maintenant. Tu parles de reportage vraiment Oui, c'est sur exactement le même principe que la revue dessinée. Et c'est pas Topo, parce que Topo, on en est... C'est pas les arts dessinés. Les arts dessinés. Oui, c'est non, ça. c'est pas exactement ça, les arts dessinés. Ça parle plus de bande dessinée pour le coup, les arts dessinés, il me semble. Je crois bien, oui. Oui, on est vraiment sur un sujet bande dessinée pure. C'est une sorte de les arts dessinés. Je crois qu'on est plus proche d'un cahier du cinéma de la bande dessinée, si je devais rapprocher ça. Ouais, c'est uniquement consacré au dessin. Voilà, ce côté-là, au dessin de façon générale. Oui, pas que à la bande dessinée, au dessin de façon générale. En tout cas, voilà, chez Vertige, ce tome-là, il n'y a pas de PDF disponible, mais pour 25 €, vous pouvez avoir le tome, les frais de port compris. Il n'y a pas de solution de dédicace, il y a trop d'auteurs, ça serait trop un bordel à gérer. Mais à partir du moment où vous mettez 40 €, vous retrouvez invité à la soirée de lancement, ce qui est plutôt cool en soi, l'occasion de rencontrer des gens, etc. Et vous pouvez avoir je sais plus les tarifs, mais le livre et l'abonnement derrière, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous parler de Fragments. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu des auteurs qui ont travaillé là-dessus. Mais Maxime Garbarini, il avait fait une bande dessinée qui s'appelait Saga, je crois que j'en avais parlé dans un online. Les tomes étaient écrits. Il avait voulu recréer une sorte d'univers de super-héros en partant de la Deuxième Guerre mondiale. Pour trouver des origines des pouvoirs, etc. Et donc, il avait fait une série qui te montrait comment les personnages se créent, etc. Derrière, alors j'avais pas suivi l'actualité, je l'ai découvert en découvrant Fragments. Il a travaillé sur une autre série qu'il a lancée en crowdfunding qui s'appelle Heroic, sur laquelle il a travaillé principalement, qui raconte l'histoire de ces personnages super-héroïques. C'est un peu la suite de Saga. Et là, il lance un recueil qu'ils veulent faire je crois, semestriel ou trimestriel, je l'ai plus en tête, je suis désolé. Une anthologie de comics contemporains qui va plus viser vers le côté horreur contemporaine, bande dessinée américaine indépendante, on va dire. Donc avec 4 histoires dans 4 styles très différents. Qui me font plutôt envie, qui ont l'air d'être assez intéressantes et qui traitent vraiment de ces sujets de bande dessinée à la... Voilà, ces bandes dessinées modernes, comme on a pu parler de... qu'est-ce qu'on a lu récemment qui était bien dans le même genre Nightmare Country, les comics super bien qu'on a lu récemment, il y en a eu un autre. Le bureau des machins. Oui, voilà... complotiste, machin chose. Ouais, c'est ça. Department of Truth. Department of Truth. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette idée-là. Pour le coup, ils sont allés chercher des styles graphiques vraiment pas dans le mainstream au niveau comics, et ce que j'aime beaucoup, avec des approches super intéressantes. Vous pouvez avoir le livre pour 32 €. De la même façon, il n'y aura pas de dédicace il y a de PDF disponible. La dédicace est accessible à partir de 115 €. Ça fait un peu cher, mais si c'est une belle dédicace, pourquoi pas. Vous pouvez aussi avoir des prints en cadeau, bon, je trouve ça un peu bof en général, ou du rattrapage en achetant les tomes précédents. Donc genre pour 47 €, vous pouvez avoir Héroïque et Fragments en bonus. Donc un truc super héroïque et un truc un peu plus horreur contemporaine, c'est-à-dire du super pouvoir mais traité dans un ton plus horreur contemporaine. Voilà, j'ai trouvé l'idée sympa et je suis à pas grand-chose de mettre des sous dessus parce que j'aime bien le projet. Il va y aller pour les 115 €. Non, je n'irai pas jusque-là. Quoi qu'il arrive, les 2 projets s'arrêtent mi-juillet. Donc, Vertige, ça se finit le 13 juillet. Et celui-là, ça s'arrête le 12 juillet. Donc, j'ai plus beaucoup de temps pour prendre une décision. Mais surtout que la cagnotte est loin d'être remplie. Hein. Ouais. C'est inquiétant parce que je trouve que c'est un beau projet. J'ai presque envie d'aller donner un coup de main juste parce que je trouve que c'est un beau projet. Tu vois. Bah, vas-y, il manque quoi, 10 000 balles. Voilà, au pire, je ne les dépenserai pas. Voilà, donc moi je vous recommande, ça a l'air vraiment très bien fait. Ce que j'ai vu, la maquette est belle, les dessins sont beaux, ça a l'air de valoir le coup.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour découvrir ou nous suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre partout. Je veux dire, je sais que toute notre équipe est suivez pas partout, s'il vous plaît. toute notre équipe est très présente On a besoin sur d'intimité. Internet, très efficace. Par exemple, Guillaume a un superbe site Canal BD de qualité qui montre toute l'actualité de Non, sa arrête. de sa librairie. Thierry, C'est quelle librairie déjà? la BDrie. Thierry, Oui, lui, il est cordonnier à il- Aix-en-Provence. Non, mais la BDrie, ça Moi, j'ai suffit, un tout le monde le site qui connaît. n'est pas en ligne. Je crois qu'il a un compte Spotify, vous pouvez suivre ses playlists ou un truc dans le genre. J'ai un site qui n'est pas en ligne. Voilà, il a un site pas en ligne. Et Jérôme, Ça sert à rien, t'es au courant. Ça me sert pour moi. Je crois qu'il Je sais où communique il est. parfois par Telex. Rarement. Voilà, c'est ça. Je viens de passer au Minitel. Mais franchement, c'est des publications de qualité difficiles à Mais il a dû obtenir. le rendre Mais ça vaut le coup. pour récupérer sa caution Non. en francs. Non, étonnamment, c'est quand même lui le plus présent sur Internet, sur Actuel BD. Voilà, je voudrais dire quand même, quand on le connaît, c'est presque surprenant, mais bravo, tu es le plus présent sur Internet. Non, moi je suis très présent sur le site de l'Éducation nationale, mais tout le monde s'en fout du site de l'Éducation nationale. Ça, c'est pas alors- faux, ça, effectivement. Même l'éducation nationale. Encore un grand merci pour votre écoute. Pour ceux qui sont en live, on se retrouve très très vite pour l'enregistrement bougez pas. de l'épisode 270. Et pour les autres, on se retrouve 2, 3, la soleil. semaine prochaine Bougez plus. pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. Allez.